Donc, dans un monde qui comprend de plus en plus d'IA, cette conférence, on va parler de la protection mutuelle quand l'IA et la cybersécurité se renforcent. Donc, on explore la convergence entre l'intelligence artificielle et la cybersécurité. C'est une synergie qui est assez cruciale. Je l'ai découvert moi-même il y a quelques années, quand j'étais chercheur chez Trend Micro. On était inondé de données, donc je suis retourné à l'école en machine learning pour pouvoir être capable de traiter toutes ces données-là. Et en même temps, on a commencé à explorer sur le adversarial machine learning, sur toutes les techniques d'attaque sur le machine learning qu'on pouvait faire. Et on a attrapé un groupe de threat actors qui s'est essayé de faire du poisoning de un de nos modèles en nous envoyant énormément de samples. Mais l'anomaly detection, malheureusement pour eux, a détecté qu'une petite firme avec seulement 50 endpoints envoyait autant de malware qu'une firme de 100 000 endpoints. Donc, ce n'était pas tellement brillant de leur part. Et donc, au lieu de couper l'accès, on a décidé de les étudier, comme on fait d'habitude dans le domaine. Donc, c'est comme ça que je suis rentré dans le domaine machine learning, cybersécurité, aux alentours de 2017. Et la cybersécurité, c'est là qu'on a utilisé pour aider les professionnels en cybersécurité. Ensuite de ça, donc, vous avez probablement vu toutes ces manchettes-là dans les dernières années. On a vu une prolifération, surtout avec le deep learning, avec ensuite le generative AI, une explosion de nouvelles découvertes dans énormément de domaines. Donc, l'IA est devenue de plus en plus une commodité, de plus en plus d'applications sont devenues, et même on a des solutions low-code en IA, donc on peut drag and drop des PDF dans un Google Drive et vous pouvez faire une application de RAG sans avoir de data scientist ou sans avoir de programmeur. Donc, par contre, il y a des enjeux de sécurité. Tout comme l'adversarial machine learning, il y a des risques avec les applications en IA. Donc, on va voir les différents éléments. Mais avant tout, j'aimerais vous demander qui, dans l'auditoire, surtout les spécialistes, en fait, qui dans cet auditoire vient du domaine de l'IA? Levez la main. OK. Qui vient du domaine de la cybersécurité? OK, la majorité. Parfait. Dans la dernière année, dans les derniers 6 mois, est-ce que vous avez eu ce type de question qui est venu de vos employeurs, de la gestion? J'imagine que vous avez commencé à avoir ce type de questions-là. Bon, bien avec l'IA, ça ne s'est pas amélioré parce que vous avez maintenant un autre type de question qui est à propos de la sécurité de l'IA. Donc, vous êtes souvent les experts en entreprise pour tout ce qui est risque et on assume que vous êtes aussi un expert en IA, ce que la majorité ne sont pas malheureusement. Donc, on va voir, d'ailleurs, j'ai une section au niveau de l'éducation, au niveau de la formation, puis j'encourage très fortement les gens à faire ce que moi j'ai fait, retourner à l'école dans le domaine de l'IA pour devenir un meilleur spécialiste en cybersécurité. C'est aussi la meilleure façon de... Nous, on avait déjà un gros département de data scientists et comme threat expert, communiquer avec les data scientists, c'était un peu laborieux au début. Donc, moi, j'ai fait mon bout de chemin, je suis allé me former dans le domaine du machine learning. Et eux ont fait un bout de chemin en allant faire des cours dans le domaine de la cybersécurité. À ce moment-là, c'est devenu beaucoup plus facile pour moi. Je pouvais dire, ah, ça va être un bag of words, je vais utiliser et ainsi de suite. Et là, je pouvais leur dire, ils pouvaient valider. Sinon, avant, je leur disais, qu'est-ce que je voulais faire en domaine de la cybersécurité? Ils ne savaient pas trop.
qu'est-ce que je disais? Il retournait, il y avait beaucoup d'essais et erreurs, on perdait des semaines et des mois. Mais au moment où on a commencé, les spécialistes en IA, les spécialistes en cybersécurité, à connaître le domaine de l'autre, eh bien, on a été beaucoup plus efficace. J'ai même pu coder mes propres prototypes en Python avec du deep learning, avec du Gen AI, beaucoup de NLP et ainsi de suite pour le threat intelligence. Donc, on va juste me mettre le même slide ici. Donc, en fait, on divise ça en deux. On a l'IA pour la sécurité et on a la sécurité pour l'IA. C'est là qu'il y a la convergence. Et ensuite, donc, on prend l'IA pour aider les professionnels en cybersécurité. Et dans l'autre cas, il faut sécuriser l'IA. En dessous de ça, on a l'écosystème, donc tout ce qui est container, tout ce qui est les librairies comme LangChain, LlamaIndex et toutes les bases de données, les nouvelles bases de données qui ont été créées ou les bases de données graphiques ou autres. Et il y a les fournisseurs, NVIDIA bien entendu, et les autres pour les NPU, les GPU. Et oui, vous avez vu, il n'y a pas longtemps, il y avait une vulnérabilité NVIDIA. Donc, nous, il fallait créer des signatures pour bloquer ces attaques-là. Donc, il y a tout l'écosystème de l'IA qu'il faut sécuriser en dessous de vos applications. Ensuite, bien entendu, il y a les aspects légaux. Et là, nous, on est un peu partout dans le monde, donc il faut aller chercher les aspects légaux. Et il y a beaucoup de cadres légaux qui sont en développement à l'heure actuelle, mais qui ne sont pas qui n'ont jamais vu le jour, mais qui sont sur le point de voir le jour. Le Canada est un exemple avec la loi 20, je crois, qui n'a pas vu le jour. On espère un jour. Donc, il n'y a que l'Europe et quelques autres pays qui ont des cadres légaux. Bien entendu, il y a la conformité. Il y a de plus en plus de règles dans ce domaine-là. Et aussi l'IA responsable. Donc, comme entreprise, nous, on a une politique d'IA responsable, on a aussi des processus. Donc, on encourage tout le monde à aller dans le même sens et d'éviter les bias et ainsi de suite. L'IA dans la cybersécurité, c'est pas nouveau. Okay? Nous, par exemple, on fait des anti-spam, on fait des antivirus, on n'appelle plus ça des antivirus, on fait des choses sur les endpoints, on a le network, le cloud et ainsi de suite. Et on a nos data scientists. La première fois qu'on a utilisé de l'IA, c'était pour régler le problème des polluriels. Okay? On avait tellement de polluriels qu'on ne pouvait plus faire des blacklists. Les blacklists, c'était, on ne fournissait plus de faire des blacklists qu'on mettait à jour à toutes les 15 minutes, mais malgré tout, ça réussissait à passer. Donc, c'est là qu'on a fait du machine learning en 2005. Ensuite de ça, on a appliqué d'autres algorithmes et c'est là qu'on a fondé notre équipe de data scientists, le AI Lab chez Trend Micro. Et on a appliqué, je me rappelle, on a fait le NLP pour le DGA. Le DGA, c'est le Domain Generation Algorithm, si vous vous rappelez. Maintenant, ce n'est plus une technique qui est utilisée. Donc, on a enlevé ce NLP-là dans nos appliances réseau parce que la menace a passé. Il y a un life cycle, un cycle de vie dans ce domaine-là. Donc, on les a enlevés. Et aujourd'hui, on a à peu près 30 modèles qu'on utilise en ce moment dans nos produits, que ce soit du cloud, du endpoint ou autre. Donc, une trentaine d'applications. Et dans certains qu'on est en train de développer, on a jusqu'à 4 méthodes différentes qu'on fait un chaining, anomaly detection, NLP et ensuite du deep learning et à la fin du generative AI pour présenter ça dans un langage humain aux professionnels en cybersécurité. Si vous voulez avoir plus de détails, je suis ici pour les 2 jours. Je peux même vous parler des algorithmes qu'il y a derrière, Markov ici, et ainsi de suite. On peut en parler. Ensuite de ça, bon,
Dans l'IA pour la sécurité, on a quelques use cases. On a augmenter le nombre de détections. Ça, c'est le numéro 1 de tous les use cases. C'est la raison pour laquelle on a créé ça. Ensuite de ça, on a généré des rapports personnalisés. On a expliqué les alertes aux gens, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas des professionnels en cybersécurité. C'est plus des gens d'infrastructure. On les met en charge de l'antivirus. Ils ont une alerte, et j'ai un client en tête qui me dit j'ai du credential dumping. Qu'est-ce que je fais? Ben là, ça veut dire que tu as des comptes qui sont compromis. Donc, il faut que tu resets les passwords. Mais il y a des gens qui ne comprennent même pas ça. Donc, il faut expliquer le credential dumping. C'est là que Trend Companion, un des produits que j'ai créé, c'est notre bot. Et là, lui, il va expliquer l'alerte à la personne dans les détails. Mais expliquer l'alerte, ce n'était pas suffisant. Après avoir interviewé des clients, ça faisait 6 mois que mon bot était disponible dans la console. Ils me disent, on ne sait pas quoi faire. Maintenant, tu nous as expliqué le credential dumping, mais on a besoin de recommandations. C'est là qu'on a amené du graph pour pouvoir être capable de faire des recommandations. On appelle ça le vendor guidance. On est des spécialistes en cybersécurité. Ce n'est pas tous les clients qui ont un SOC avec des professionnels en cybersécurité à leur emploi. Ils ont des personnes en TI qui sont en charge de la sécurité, mais qui ne connaissent pas ça. Donc, il faut leur donner des recommandations. Donc, c'est ça la prochaine étape qu'on a fait. On donne des recommandations. Ensuite, on a expliqué les lignes de commande ou des scripts. Donc, ils perdaient un temps fou. Il y avait des lignes de commande utilisées soit par des administrateurs ou par les bad guys, parce qu'ils utilisent le live from the land. Ils vont aller chercher les outils légitimes de Windows ou de Linux. Mais ces gens-là ne connaissent pas toutes les switches des command line. Donc, ils doivent faire des recherches Google sur chacun. Ils vont perdre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes à faire des recherches, et même plus. Donc là, l'IA peut décrire exactement tout ce que la command line fait et donner aussi une recommandation pour dire, ça, c'est probablement malicieux. Donc, ça les aide beaucoup dans le triage, OK? Parce que le triage, le niveau 1 dans le SOC fait le triage, on perd beaucoup de temps là-dessus, et souvent, on met les gens les moins expérimentés, le nouveau gars, la nouvelle fille qui vient d'arriver, elle ne connaît pas du tout les outils Trend Micro ou les outils d'un concurrent ici que vous avez. Donc, ils perdent beaucoup de temps. Ils ne connaissent pas beaucoup la cybersécurité, ils ne connaissent pas beaucoup les outils aussi. Donc, ça, c'est un des autres éléments. Donc, effectuer des analyses et des résumés. Bon, on sait avec ChatGPT, on peut prendre un gros texte et faire un résumé. C'est parfait, donc on fait la même chose. Par contre, il faut faire beaucoup de fine-tuning de notre côté dans les modèles. Il faut faire beaucoup d'ingénierie aussi, du prompt engineering, pour être sûr, parce qu'on s'est aperçu aussi que les professionnels en sécurité vont seulement dire « explique-moi cette alerte ». Seulement 3 mots. Et on sait, si vous avez utilisé ChatGPT, plus vous donnez de contexte, plus vous donnez d'informations, et meilleure sera la réponse. Donc, pour contrer ça, quand vous demandez « explique-moi ce CVE » ou « explique-moi cette alerte », il y a au moins 1,5 pages de prompt engineering fait par nous ou de system prompt qui est fait pour expliquer qu'est-ce qui doit être fait par le modèle et aussi le format pour sortir. Donc, on connaît que les gens utilisent le MITRE, ATT&CK, donc on va leur sortir les MITRE, et ainsi de suite. On va tout faire. Il faut tout penser parce qu'on a appris par notre utilisation que les professionnels en cybersécurité n'aiment pas taper de texte. Donc, c'est pour ça aussi qu'on fait des pins à prompt. Donc, les prompts
sont déjà disponibles dans l'écran. Donc, en fonction d'où tu es et de ton rôle, quand tu te connectes, tu es un analyste niveau 1, niveau 2, tu es le CISO, tu es un IT admin. En fonction de ton rôle, on va te proposer des prompts. Et en fonction de où tu es, parce que les personnes en cybersécurité n'aiment pas taper des prompts. OK? Donc, il faut s'adapter. Ensuite de ça, en fait, tous ces use cases-là, il y en a énormément des use cases, ils vont toujours être dans 3 catégories. Ils vont être dans une ou deux de ces 3 catégories-là. Donc, améliorer les détections, gain de productivité et améliorer les connaissances des défenseurs. C'est ce que je vous disais, il y a des gens qui ne connaissent pas beaucoup la cybersécurité et il y en a d'autres qui ne connaissent pas du tout la plateforme Trend Micro. Donc, d'ailleurs, on a mis tout le online help et ils peuvent poser des questions. Comment je fais pour déployer telle chose? Et ils vont avoir step by step. En fait, c'est mieux que le online help. C'est plate à dire. D'ailleurs, le online help est en train de mourir avec l'utilisation des chatbots. Donc, on le voit d'ailleurs sur notre site web, docs.trendmicro.com, où est toute la documentation. Le jour où on a déployé, 6 mois après qu'on a déployé notre bot, l'utilisation de la documentation. Mais aussi, nous, notre but, c'était de diminuer les appels de support. Les appels de support, c'est un coût pour nous, mais c'est une frustration pour les clients. Donc, en ayant des meilleures instructions du bot, ça élimine beaucoup d'appels au support. Donc, des frustrations chez nos clients. Et de notre côté, ça nous élimine des coûts. Sécurité pour l'IA maintenant. Bon, les sécurités pour l'IA, vous déployez de plus en plus de systèmes, il y a des risques. Et nous, on avait déjà des systèmes, et comme j'expliquais, il y a déjà des gens qui ont essayé de nous hacker. Donc, on a mis en place des filtres. Et là, avec la popularité dans les 2 dernières années, on a déployé ces filtres-là au niveau de nos produits. Les risques, c'est surtout au niveau du data, des modèles et de la gestion. Donc, bien entendu, exposure des données sensibles. OK? Donc, c'est un de vos employés va copier des données patients dans ChatGPT, par exemple. On a les insecure output. Donc, on demande, pour le CVE XYZ, fais-moi un exploit en Python. Ça pourrait être insecure. Bien entendu, on bloque ça. Ensuite de ça, le prompt injection, c'est ce qui est le plus populaire. Le denial of service, ça aussi, on a vu ça chez quelqu'un qui s'est fait voler une clé. OK? Donc, votre clé OpenAI, c'est un secret, hein? C'est comme un password. Donc, laissez pas ça en clair sur un serveur Linux ou un serveur Windows ou sur le poste de votre ingénieur IA. Donc, gardez ça précieusement parce que sinon, vous allez recevoir une grosse facture de votre fournisseur d'IA. Ensuite de ça, les hallucinations. Beaucoup de projets, de preuves de concept ont eu tellement d'hallucinations que ça en a été un risque. En fait, ces preuves de concept-là sont mortes, ne sont jamais allées en production car les employés n'étaient pas satisfaits par les réponses. Ensuite de ça, le policy violation. Bien entendu, le shadow AI. Le shadow AI, ça, c'est tous les employés qui utilisent des services d'IA sans que le département de sécurité le sache. Et ensuite, le excessive agency. Pour ceux qui... Est-ce qu'il y en a ici qui vont développer du agentic, des agents? Non? Quand les agents seront plus un peu mainstream, l'excessive agency va être le risque numéro 1. Donc, l'excessive agency, c'est quand on crée un bot ou un agent, et là, il fait des choses qu'il n'était pas censé faire. OK? Et avec les agents, donc, les agents comme si on prend LangChain ou la Mindex, ils ont 150 tools qu'ils peuvent utiliser, des API qui peuvent aller sur Internet, et ainsi de suite, copier des données sur S3 Bucket, des choses. Donc, on peut faire des choses qui pourraient être dangereuses. Donc, c'est le excessive agency. Donc, moi, je prédis que ça va être un des pires. Maintenant, c'est le prompt injection, mais
le Excessive Agency va être la grosse affaire. Bon, des ressources, je vous conseille fortement d'aller voir le OAPS Top 10 LLM et aussi ML. Ils ont aussi un Top 10 pour le Machine Learning parce qu'on utilise encore beaucoup de Machine Learning. En fait, le Generative AI, c'est bien pour certaines choses, mais pas pour certains problèmes. Le bon vieux Machine Learning fait une bonne job, c'est rapide et ça ne coûte pas cher, quelques sous, comparativement à plusieurs dollars en Generative AI et des fois 20 secondes. Et nos utilisateurs n'aiment pas attendre 20 secondes. Ils n'ont pas la patience. Au bout de 5 secondes, ils vont cliquer, cliquer, cliquer encore et encore. MITRE Atlas, je vous conseille d'aller voir ça. Ensuite de ça, on a le MIT AI Risk Repository, à peu près 2000. C'est bien à aller voir aussi. Il y a le NIST Artificial Intelligence Risk Management, que je conseille d'aller voir. Et puis, il y en a plein d'autres aussi. Dans une action, bon, on a le AI Attack Surface. Je pense que je vais passer, il me reste 10 minutes. Donc, mais ça, c'est typique. On a un utilisateur qui va donner des informations, peut-être des informations confidentielles sur des patients. Je viens du réseau de la santé à l'époque, donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup d'exemples de patients. Donne ça à un assistant qui appelle un API. Ensuite, vous avez un AI agent peut-être. Et s'il n'y a pas vous n'avez pas regardé tous les petits caractères qui disaient « Ah, ben, je vais utiliser Azure OpenAI », mais il y a la persistance des données et il y a la révision par un employé Microsoft. Donc, nous, quand on utilisait OpenAI, Azure OpenAI, on a enlevé ces choses-là pour être sûr qu'il y ait zéro persistance et qu'il y ait zéro review par un employé Microsoft. Aujourd'hui, on utilise nos propres modèles, donc on n'a plus ce problème-là. Mais vérifiez ça, parce que là, il pourrait y avoir une exposition de données via ce flow-là. Là, on a fait le blueprint. Un petit blueprint qu'on vous conseille. Il va y avoir eu 6 étapes. Donc, on a le Secure Your Data, OK, avec du SPM. Ça, c'est la première chose, parce que dans tout IA, il y a des données. OK, que ce soit du machine learning, du generative AI, OK, il y a des données. Pas de données, ben, difficile de faire de l'AI. Ensuite de ça, sécuriser les modèles et aussi les composantes. Donc, les agents, mais aussi toutes les composantes. LangChain, la Mindex, votre base de données d'embeddings, votre graphe. Si vous avez une base de données graphe, vous devez sécuriser ça. Vos clés, les configurations, bon, le container ou les containers qu'il utilise. Là, j'ai mis NVIDIA NIM, mais ça pourrait être un autre type de container. Qui, d'ailleurs, ici connaît NVIDIA NIM, juste par curiosité? OK. Ben, moi, c'est mon plus gros partenaire, hein, NVIDIA, donc NVIDIA NIM. Numéro 3, sécuriser l'infrastructure en dessous. OK? Donc, on a AWS, on a Azure, on a Google. Donc, il faut sécuriser tout le cloud native en dessous. Sinon, avoir le bon access control, ça, c'est hyper important. Donc, sécuriser cette couche-là. La 4e couche, c'est sécuriser vos utilisateurs. Donc, on a le deepfake, bien entendu. Donc, il faut avoir soit de l'éducation au niveau du deepfake ou avoir un outil qui le fait. On a les modèles locaux, donc on a un système pour protéger l'intégrité des modèles locaux. Donc, vous utilisez Ollama et vous avez un modèle, ben, on pourrait faire un poisoning si on a accès aux fichiers. Donc, on a fait des preuves de concept et on a un système qui bloque ça. Ensuite, le Secure Access, sécuriser l'accès à votre nouveau système d'IA. OK? Sécuriser contre le prompt injection. Sécuriser contre les outputs pour être sûr qu'ils soient éthiques, qu'ils soient aussi non malicieux. Et protégez-vous contre le déni de service. Que ce soit votre
applications ou aussi vos utilisateurs qui utilisent ChatGPT, Gemini, Copilot, on peut filtrer ça pour s'assurer que vos employés ne vont pas copier des données nominatives vers ChatGPT ou Gemini. Donc, c'est le bon vieux DLP qui est ressuscité, OK? Mais boosté avec du GenAI, parce que les regular expressions, bon, ben c'est d'une autre époque, hein? Par contre, ça ne coûte pas cher. Ensuite, ben, comme on a vu avec les vulnérabilités, il y a des vulnérabilités dans tout. Donc, le 6e et dernier élément du blueprint, c'est d'avoir un IPS qui surveille toute cette infrastructure-là, que ce soit NVIDIA ou les NPU d'Intel ou d'AMD ou les grands vendeurs. Si vous avez du Ubuntu, vous utilisez du Linux, ben, là, il faut le sécuriser. Éducation, les ressources. Bon, ben, éduquez vos gens, OK? Éduquez les gens en cybersécurité, éduquez vos développeurs comme tels, éduquez aussi vos gens d'IA vers la cybersécurité. Éduquez les collègues non techniques, OK, qui vous entourent, si vous voulez. Mettez au courant des dernières réglementations, OK, en matière d'IA dans votre pays ou dans les pays où vous faites affaire. Ça pourrait vous mettre en mauvaise situation. Apprendre à connaître les meilleures pratiques en matière de sécurité de l'IA. Regardez l'IA. Ça, c'est d'autres ressources que je vais passer. Et l'autre élément, c'est joignez-vous à la communauté. OK? Il y a, nous, on fait partie, et moi-même, je fais partie de COSAI, la Coalition pour la sécurité de l'IA. Et on est en train de développer des standards, mais aussi des outils open source pour qu'on va partager avec le monde. Donc, il y a des gens de la cybersécurité, mais il y a des gens aussi comme OpenAI, Anthropic, Cohere, donc des entreprises en IA aussi. On a ici quelques membres, les premier sponsors et les autres sponsors, mais ça évolue très rapidement. On a un sous-groupe gouvernemental pour sécuriser les applications IA dans le gouvernement. Donc, je suis ici en recrutement. Et d'ailleurs, les 3 gros groupes de travail, on en a un sur la chaîne d'approvisionnement. J'ai vu un talk ce matin sur la chaîne d'approvisionnement. Donc, tout ce qui est les modèles, les vendors de models, mais aussi, ça peut être les librairies que vous utilisez en Python ou autres. Donc, les chaînes d'approvisionnement, préparer les défenseurs, ça, c'est toutes les techniques MITRE Atlas et ainsi de suite, préparer les défenseurs. Ensuite, il y a bien entendu la gouvernance liée à l'IA, mais c'est très lié à la gouvernance sur les données, hein? Parce que sans données, pas d'IA. Ici, j'ai vous pouvez me rejoindre où il y a le code QR. On vous invite à se joindre à la coalition. Principaux points à retenir. Adopter la transformation. L'IA est en train de remodeler la société, puis les façons de travailler, la façon dont on fait des tâches à la maison, on gagne beaucoup de temps et ainsi de suite, mais il y a des problèmes, et ça peut causer aussi des problèmes de vie privée et autres. Donc, mais adopter la transformation. La résistance est futile. Planifier votre sécurité à partir du jour 1. Ça, c'est valable pour tous les systèmes qu'on développe. Malheureusement, souvent, on fait un prototype avec les data scientists et là, les exécutifs vous disent « Ah, ben le prototype devient production demain matin. » Et il n'y a pas de sécurité du tout qui a été appliquée. Mettre la sécurité après, c'est difficile. Hein? Essayer de remettre la pâte à dents dans le tube, ça peut être difficile. Donc, planifier la sécurité dès le début. Et en dernier, éduquer votre organisation. Ce qu'on voit, un manque d'éducation, donc éduquer le personnel, sensibiliser vos gens au deepfake, apprenez-leur comment détecter un deepfake sans avoir une solution technologique comme la nôtre, mais l'humain doit être suspicieux un peu et regarder, mais aussi
Comment utiliser ChatGPT? Vous pouvez utiliser ChatGPT, mais copiez pas de foutues données sur les employés ou les clients. Sinon, ça vient de violer des règles, probablement des contrats. Et si vous avez besoin d'aide dans votre transformation à l'IA, vous pouvez toujours nous rejoindre. Et je vais être ici dans le kiosque derrière pour 2 jours. Merci.